OK. Bonjour, bon après-midi et bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire Information nutritionnelle en temps de pandémie COVID-19, orientation et expérience sur le terrain. Je m'appelle Alexa Humphries, je suis la conseillère en évaluation pour le TechRT. Ça veut dire the Technical Rapid Response Team ou l'équipe technique de réponse rapide. Nous sommes ravis d'accueillir ce webinaire qui est très important pour cette époque. Avant de commencer, s'il vous plaît, assurez que vos vidéos et vos micros sont éteints et profitez également de cette occasion pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Ce webinaire aujourd'hui est enregistré et sera disponible plus tard via le site web TechRT. Nous aimerions également saisir cette occasion pour remercier ceux qui ont contribué à ce webinaire aujourd'hui. Premièrement, le GITAM. Je suis sûre que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler du GITAM, mais je vais résumer le GITAM pour les autres. Le GITAM, c'est un acronyme pour le Global Technical Assistance Mechanism, qui veut dire le mécanisme global d'assistance technique pour la nutrition. Le GITAM, en fait, c'est un mécanisme des experts au niveau global pour donner un soutien technique au pays, que ce soit avec les déploiements par les experts, soit avec l'appui technique à distance, et aussi pour développer et partager les guidelines et les recommandations officielles. C'est un système approuvé par plus de 40 partenaires du Global Nutrition Cluster, le GNC, pour fournir une assistance technique et nutritionnelle systématique, prévisible, opportune et coordonnée, afin de répondre aux besoins notionnels des personnes touchées par les situations d'urgence. Nous aimerions remercier également nos collègues de Action contre la faim, l'UNICEF, le TechRT, le JNC et l'initiative SMART. Un aspect du GITAM est le maintien des groupes de travail thématiques dont l'un se concentre sur l'information nutritionnelle. Ce groupe de travail a spécifiquement soutenu le renforcement des conseils techniques pendant ce temps de COVID-19, ainsi que ce webinaire. Prochaine diapo. Alexandra, prochaine diapo, s'il vous plaît, merci. Nous aimerions de remercier également nos bailleurs. Ça, c'est USAID, SIDA, Irish Aid, Save the Children et l'UNICEF. Prochaine diapo. Sorry, I'm not sleeping, it just takes forever to turn. Non, ça va, ça va. Okay. L'agenda pour aujourd'hui inclut un sommaire des objectifs et les introductions. Alexandra. Oui, je suis désolée, ça ne tourne pas. Ah! Oh, c'est bizarre ça. C'est une question de ton connexion, Alexandra, ou... Non, je ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça a tourné au bout d'un moment pour l'autre, mais sur celle-là, je fais comme une malade. Peut-être en bas, à gauche, normalement, il y a des flèches. Si je fais plutôt... Ouais, tu as raison. Ouais, je vais le faire là-bas. Merci. OK, ça marche, merci. L'agenda pour aujourd'hui, ça inclut un sommaire des objectifs et les introductions, puis une présentation sur la gestion de la surveillance et du suivi de la nutrition dans le contexte du COVID-19.
et 2 études de cas pour Kenya et Zimbabwe. Tout ça, c'est présenté par Victoria Sofplan-Sterling. C'est suivi par une présentation sur les innovations du système d'information nutritionnelle présentée par Alexandra Ortiz-Pereira. Après ça, nous allons expliquer comment demander l'assistance technique pour votre organisation si vous avez besoin. Et à la fin de ce webinaire, nous aurons quelques minutes pour une séance de questions et réponses. N'hésitez pas, pendant tout ce webinaire, d'écrire vos questions dans la boîte de dialogue pendant les présentations. Nous avons Gwenaëlle Gagné avec nous aujourd'hui qui va recueillir et organiser vos questions pour cette séance. La dernière étape de ce processus de webinaire consiste à remplir une enquête en ligne. Nous partagerons un lien pour cette enquête dans la boîte de dialogue. Cette enquête dure environ 6 minutes et nous aiderait à renforcer nos webinaires à l'avenir. Prochaine diapo, si possible. Merci. Les objectifs du webinaire aujourd'hui incluent le suivant. À fournir un aperçu des recommandations actuelles, présenter des exemples nationaux des innovations techniques pour la collecte de données, à fournir un aperçu des innovations du système d'information nutritionnelle et pour donner à nos participants l'opportunité de poser des questions à la fin du webinaire. Prochaine diapo. Aujourd'hui, on a les 4 présentatrices. Et c'est Alexandra est là avec votre vidéo. Nous allons faire les autres présentations. Moi, j'ai déjà fait une introduction pour moi-même au début de ce webinaire. Victoria, Alexandra et Gwen, je vais les aider de faire une introduction également. Merci. Alexandra, à toi. Oui, bonjour à tous. Je suis Alexandra Ortiz-Pereira. Bonne présentation, Alexa. Et je dirige le programme nutrition pour Action contre la faim au Royaume-Uni. Je suis aussi co-chair du JITAM sur les informations les systèmes d'information nutritionnelle. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Victoria Sofplan. Je suis le point focal d'appui technique pour le cluster sur toute question sur les systèmes d'information nutritionnelle. Bonjour à toutes et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Gwenaëlle Garnier, je suis chef d'équipe nutrition en urgence pour le programme alimentaire mondial et je fais partie du groupe des systèmes d'information nutritionnelle. Prochaine diapo. OK, un grand merci à tous nos présentatrices. Victoria va maintenant nous présenter notre première présentation sur la gestion et suivi des systèmes d'information nutritionnelle dans le cadre du COVID-19, suivi par les 2 études de cas. Merci, Victoria. Merci beaucoup, Alexa. Donc, ce sommaire, premièrement, c'est la première version de ce sommaire sur la gestion et le suivi des systèmes d'information nutritionnelle dans le cadre du COVID-19. Nous allons aussi présenter vers la fin de ma première présentation, quelques points que nous allons développer par la suite pour la deuxième version. Ce sommaire a été développé par le groupe technique du travail du JITAM sur les systèmes de nutrition, les systèmes d'information nutritionnelle. Et maintenant, je vais vous présenter les grandes lignes, les objectifs et les messages clés, actions prioritaires de ce sommaire. Prochaine diapo. Par rapport à l'objectif principal, premièrement, c'est une compilation de recommandations générales pour vous, les praticiens, les responsables, de la mise en œuvre sur la façon de se préparer à la pandémie et d'y réagir. Nous proposons
des solutions pratiques pour la collecte, l'analyse des données, l'interprétation et la gestion des données nutritionnelles pour le suivi de la situation nutritionnelle et des programmes nutritionnels pertinents. Bien sûr, comme nous n'avons jamais fait face à une telle pandémie, nous sommes en train aussi de documenter des leçons apprises et les nouvelles pratiques dès à leur disposition. Je vais ensuite vous présenter les messages clés et les actions prioritaires suivies d'adaptations potentielles. Premier point, il faut à tout prix maintenir la distance physique. Conformément aux directives visant à prévenir la propagation du Covid-19, il vaut mieux éviter toutes les activités de collecte de données primaires qui impliquent une interaction en personne. Cela comprend les activités de dépistage, les visites au ménage, les enquêtes basées sur la population comme les enquêtes SMART ou EDS. Et c'est vraiment très important que nous limitons toute possibilité de transmission entre les enquêteurs et la population enquêtée. De plus, il serait plus facile d'adapter ce que nous avons déjà au lieu de commencer quelque chose de nouveau, comme on dit, ne pas réinventer la roue. Donc, commencer avec un recensement des plateformes numériques et des systèmes de données existants pour justement voir quelles seront des plateformes ou des systèmes que vous pouvez utiliser pour collecter ces données essentielles à la prise de décision. Ensuite, vous pouvez considérer de lancer une campagne pour renforcer les capacités des enquêteurs en utilisant ces nouvelles approches ou la collecte mobile de données. Prochaine diapo. Deuxièmement, c'est important d'assurer la coordination des activités d'information nutritionnelle. Si vous avez déjà un groupe de travail national sur l'information nutritionnelle, bien sûr, il vaut mieux garder opérationnel ce groupe. Mais si vous n'avez pas encore un groupe de travail national sur les informations nutritionnelles, vous pouvez aussi consulter un TDR générique qui est présentement sur le site web du cluster. C'est important de continuer une participation à toute réunion pertinente, comme la nutrition en situation d'urgence, les groupes de travail sur la surveillance des maladies, les réunions du cluster de santé ou de sécurité alimentaire, ainsi que les équipes nationales de coordination sur la pandémie. Vous pouvez aussi s'appuyer sur le cadre de surveillance de la nutrition existant pour élaborer un plan de travail pour la collecte, l'analyse et la communication d'indicateurs nutritionnels supplémentaires liés à la surveillance de cette pandémie. Cela vous aiderait à être en mesure de se concentrer et faire une hiérarchie de quelles données seront les plus importantes pour votre prise de décision. Prochaine diapo. Ensuite, c'est important de maximiser l'utilisation des systèmes de données et des informations existants. Vous pouvez mettre à jour les analyses de la nutrition nutritionnelle avec des données et les informations existantes. Donc, si vous avez déjà complété une enquête il y a quelques mois, ces informations, bien sûr, seront la meilleure solution pour mettre à jour vos analyses tendancielles ou les analyses de situation nutritionnelle. Vous pouvez aussi collecter des informations à travers les sites Sentinelle, par exemple par des enquêtes par téléphone ou par web. Donc, vous avez pas mal de solutions qui sont disponibles pour cette collecte des données qui n'impliquent pas une interaction en personne. Et bien sûr, par rapport aux indicateurs, c'est difficile de collecter plusieurs indicateurs avec des méthodes alternatives ou voire même innovatrices. Donc, on vous suggère de limiter à tout prix les nouveaux indicateurs qui seront potentiellement difficiles à collecter et interpréter.
s'il ne s'appuie pas sur des indicateurs existants qui sont déjà collectés régulièrement. Et finalement, c'est important d'ajuster aux besoins la fréquence de production des rapports et de rendre les données nutritionnelles facilement accessibles et partagées entre toutes parties prenantes. Je vais ensuite passer maintenant aux adaptations potentielles selon deux situations. Une, lorsqu'il n'y a aucune restriction sur la mobilité de la population ou lorsqu'il y a des restrictions partielles ou voire complètes de mobilité. Lorsque vous avez aucune restriction de mobilité de la population, c'est important de fournir un soutien supplémentaire au système d'information nutritionnelle de routine ou de HMIS, un acronyme qui est utilisé de façon assez commune, pour assurer la poursuite du fonctionnement du système et aussi d'inclure une formation à distance ou virtuelle pour tout agent de santé communautaire ou fonctionnaire qui va utiliser et collecter ces informations. Veillez à ce que le partage des données et son utilisation se font entre les secteurs, les plateformes et les systèmes de routine, comme les systèmes d'alerte précoce ou voire les sites sentinelles. Vous pouvez ensuite explorer l'utilisation de méthodes innovantes pour la préparation de rapports et d'échange d'informations afin d'éviter l'utilisation d'un processus sur papier. Et finalement, partager les ressources et les orientations sur les analyses de données secondaires et son utilisation. Dans les contextes où vous avez des restrictions partielles ou voire complètes de mobilité, c'est important d'assurer le suivi de la prestation des services de nutrition, tels que les admissions de malnutrition aiguë sévère, en utilisant des approches innovantes, par exemple la technologie mobile. Vous pouvez aussi identifier les indicateurs pertinents qui ont été collectés systématiquement au fil du temps et les utiliser comme un indicateur pour surveiller la perturbation des services de nutrition. Prochaine diapo. En utilisant les deux situations déjà évoquées, premièrement, par rapport aux adaptations potentielles aux enquêtes et aux évaluations, c'est important de suspendre toutes les enquêtes au niveau des ménages conformément aux directives gouvernementales en vigueur. Dans les situations où vous n'avez aucune restriction de mobilité, c'est important de démarrer des discussions pour explorer encore une fois l'utilisation de moyens novateurs pour collecter ces données. Et nous allons voir avec le cas du Zimbabwe leur utilisation du logiciel RapidPro et aussi d'augmenter la capacité des pays à analyser et utiliser ces informations pour les analyses tendancielles ou voire même les analyses de situations nutritionnelles. Finalement, dans les cas de restrictions partielles ou voire complètes de mobilité, explorer la faisabilité d'enquêtes par téléphone ou sur le web pour collecter les informations nutritionnelles essentielles. Prochaine diapo. En termes de prochaines étapes, les pays devraient envisager des moyens pratiques et novateurs de collecter des données en fonction de leurs besoins. Et nous espérons partager ces innovations pour l'apprentissage. Surtout, vous allez voir avec la présentation d'Alexandra sous peu que nous avons déjà une compilation de quelques méthodes et pratiques novatrices que vous pouvez aussi consulter et regarder si ça sera faisable dans vos contextes. Nous allons aussi continuer à travailler avec le cluster de nutrition ainsi que le GITAM et les pays pour identifier les domaines clés et vous fournir du soutien et de l'appui technique. Nous sommes déjà en train de préparer une liste d'indicateurs pour guider les données nutritionnelles et les besoins en information au cours de cette pandémie. Cette liste sera disponible dans les prochaines semaines. Il y a aussi
une orientation qui vient d'être lancée par le IPC ou le cadre harmonisé sur la malnutrition aiguë, sur l'élaboration d'hypothèses dans le contexte du Covid, et c'est déjà disponible sur le site web du cluster pour votre consultation. Nous avons aussi des directives sur les analyses des besoins humanitaires en nutrition qui seront lancées également plus tard ce mois-ci. Prochaine étape, prochaine diapo. Et excusez-moi, je vais voir un petit coup. Passons maintenant au cas du Kenya. Premièrement, je présente au nom de mes collègues du bureau pays du Kenya qui ont présenté cette présentation jeudi dernier. Donc, cette étude de cas va aborder l'application assez directe de ces points cette première version du sommaire par rapport à, bien sûr, la gestion et le suivi des systèmes d'information nutritionnelle. S'il vous plaît, les collègues, si vous pouvez vous mettre sur mute pour ne pas me déranger. Merci beaucoup. Je sais pas. Voilà, j'ai trouvé la personne, c'est bon, je vais continuer. Donc, la situation actuelle au Kenya, donc ces chiffres datent déjà il y a plusieurs jours, mais j'ai regardé hier soir et ils ont maintenant 435 cas confirmés, 152 guéris et ils sont déjà passés à 22 décès. Donc, la situation déjà est en train de changer assez rapidement. Prochaine diapo. Par rapport à cette présentation, je vais premièrement aborder la planification stratégique, les normes, les directives et les outils qu'ils utilisent au Kenya, la coordination de l'information nutritionnelle, les méthodes alternatives de collecte de données dans le contexte du Covid, ainsi que l'utilisation des systèmes de données et d'informations existants. Prochaine diapo. Donc, par rapport au plan d'action nutritionnel du Kenya, ils ont leur cadre de suivi de nutrition et ils travaillent avec leur groupe technique pour toute question de coordination sur la réponse nutritionnelle dans le contexte du Covid, ainsi que le développement de directives provisoires pour la continuité des services nutritionnels dans le contexte de cette pandémie. Donc, ils ont un avantage qu'ils ont un système d'information nutritionnelle pré-crise qui est déjà fonctionnel. Donc, du coup, ils sont en train d'adapter ce système par rapport aux besoins lors de cette pandémie. Ils ont des indicateurs de progrès dans le processus qui sont inclus pour la mise en œuvre du plan et ils sont en train d'ajuster les coûts de leur budget existant pour inclure les coûts des mesures de prévention et de contrôle des infections liées à la collecte des données ou au système de suivi lors de suivi pour le Covid-19. Ils ont développé aussi des directives provisoires pour adapter la gestion et le suivi de l'information nutritionnelle par rapport aux directives mondiales ainsi que le sommaire que nous venons de présenter, et aussi de revoir l'infrastructure du système d'alerte précoce qu'ils ont déjà au Kenya. Prochaine diapo. Par rapport à la coordination de l'information nutritionnelle, de la surveillance et du suivi, le groupe de travail technique, ils ont de nombreuses réunions virtuelles et voire même plus de réunions à haute fréquence pour justement aborder de nombreux points par rapport aux besoins d'information émergentes.
Ils sont en train d'explorer des opportunités et des approches novatrices en matière de collecte et de publication des rapports, ainsi et aussi de participer régulièrement dans les forums multisectoriels et sectoriels existants. Ils sont aussi en train de participer virtuellement au mécanisme de coordination COVID-19 au niveau des districts du Kenya. Prochaine diapo. Par rapport à la distanciation physique, et les méthodes alternatives de collecte, ils sont en train d'explorer déjà la promotion des méthodes non tactiles comme l'utilisation du PB familial, du périmètre brachial familial, avec aussi l'utilisation des balances électroniques. L'UNICEF est en train de financer l'acquisition de plus de rubans PB familial ainsi que l'équipement de protection individuelle pour combler toute lacune en approvisionnement. Par rapport aux plateformes et les réunions virtuelles, c'est aussi le gouvernement et ses partenaires qui sont en train de financer ces plateformes pour assurer un travail à distance pour la continuité des activités et la gestion des objectifs des projets. Prochaine diapo. Par rapport à l'utilisation des systèmes de données et d'informations existants, les données d'avant la pandémie sont mises à contribution pour la planification et la mise à jour des analyses de situation nutritionnelle. Les principales sources de ces données proviennent des données de routine, donc des systèmes de DHIS2 ou du système d'alerte précoce qu'ils ont déjà en place au Kenya. Ils sont en train aussi de réviser une liste d'indicateurs qui sera éventuellement distribuée aux districts en tenant compte déjà des existants et aussi de réduire les nouveaux. Et tout ce qu'ils ont, tout ce qui est en matériel d'information nutritionnelle sont disponibles sur les sites nutrition pour en faciliter l'accès à tous les partenaires. Vous pouvez aussi consulter ces deux liens ci-dessous pour toute information complémentaire. Prochaine diapo. En conclusion, les prochaines étapes pour l'équipe du Kenya seraient la finalisation des directives provisoires et la liste des indicateurs. Ils sont en train aussi de réviser les systèmes d'alerte précoce qui vont aussi piloter dans certains districts. Et ils vont mener une sensibilisation en ligne sur ce système révisé d'alerte précoce. Ils sont aussi en train de répertorier les plateformes numériques utilisables au niveau national et des districts. Et ils continuent le dialogue et la discussion régulière avec toutes parties prenantes comme le département de la santé communautaire, l'autorité pour la gestion des sécheresses, ou bien la Croix-Rouge. Ils sont aussi en train d'identifier d'autres opportunités de collecter des données nutritionnelles au niveau des communautés, des ménages et du personnel soignant, avec des méthodes à distance. Et ils sont aussi en train de considérer l'utilisation du logiciel RapidPro. Prochaine diapo. Parfait. Nous allons passer à ma dernière présentation. Encore une fois, je présente au nom de mes collègues du bureau de pays de l'UNICEF au Zimbabwe, avec leur expérience sur la génération de rapports de données d'urgence utilisant un logiciel RapidPro. Prochaine diapo. Pourquoi le RapidPro?
Donc, premièrement, c'est un logiciel open source qui peut être utilisé pour collecter n'importe quel type de données numériques par SMS. C'est un système avec beaucoup d'avantages, comme c'est disponible sur tous les types de téléphones. Ça n'a pas besoin d'être un téléphone smart, ni un accès à l'Internet. Donc, avec ce système de RapidPro, il y a une génération continue de données soi-disant vivantes qui offre des occasions uniques de réagir en temps réel aux changements sur le terrain. Un autre avantage de ce système de RapidPro, c'est la solution de facturation inversée. Lorsque tous les frais incourus d'envoi au code court sont facturés à l'envers à la source plutôt qu'au texto. Donc, si moi, je reçois un texto en tant que bénéficiaire, moi, je ne vais pas incourir des frais moi-même, mais c'est plutôt l'autre système qui va recevoir les frais lorsque moi, je renvoie une réponse. Je ne suis pas sûre si… Bon, ce n'était pas exactement très clair, mais j'espère que vous connaissez déjà ce système de logiciel et d'utilisation avec ces codes courts. Prochaine diapo. Parfait. Par rapport à la mise en place du RapidPro au Zimbabwe, donc je vais me concentrer sur le petit diagramme ci-dessous. Donc, premièrement, les agents de santé communautaires, ils envoient des messages aux bénéficiaires et ils vont faire une collecte de données sur certains indicateurs. De même, au niveau des centres de santé, il y a aussi des informations qui sont collectées régulièrement. Ces informations collectées au niveau local sont ensuite passées directement au niveau national sans passer par le niveau district. La raison pour cela, c'est une génération plus rapide de rapports avec ces données. Donc ça, c'était un choix par les collègues du Zimbabwe de dépasser ce niveau district et d'aller directement à l'échelle nationale. Ça peut être aussi un point de discussion au sein de votre pays, mais nous voyons clairement avec ce diagramme le flux continu d'informations qui est en train de passer de l'échelle locale à l'échelle nationale. Par rapport à la liste des indicateurs collectés à haute fréquence, ils sont en train de surveiller le nombre d'enfants dépistés, les nombres d'enfants atteints de la malnutrition aiguë, sévère ou bien modérée, les enfants qui ont reçu de la vitamine A ou les enfants qui ont reçu les micronutriments en poudre, les MNP, et aussi le nombre de gardiens d'enfants moins de 2 ans qui ont reçu des messages sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Par rapport au centre de santé, ils sont en train aussi de faire le suivi du nombre de sachets d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi qui est en stock. Prochaine diapo. Par rapport aux principales considérations pour démarrer un système de rapport en temps réel, premièrement, c'est important d'identifier les systèmes existants haut de gamme dans le pays qui peuvent être utilisés pour signaler des informations en temps quasi réel. Ensuite, avec le ministère, UNICEF et les autres partenaires, de décider quelles sont les lacunes dans les systèmes et les indicateurs à surveiller. C'est important, le collègue, lors de sa présentation jeudi dernier, a mentionné que vraiment le nombre d'indicateurs ne devrait pas passer 10 indicateurs pour vraiment faire ce suivi à haute fréquence venant de l'échelle locale à l'échelle nationale, dans le cas du Zimbabwe. Ensuite, vous pouvez négocier les prix avec les opérateurs de réseau mobile
et aussi de considérer l'embauchement d'une boîte d'agrégation de données comme le système de RapidPro, ce logiciel. Ils n'ont pas un système automatique d'agréger ni d'analyser les données. Donc ça, c'est deux choses qui sont fortement recommandées. Le collègue a aussi signalé que UNICEF a déjà des accords à long terme à cette fin, donc peut-être ça peut aller assez rapidement au sein de vos pays. Ensuite, une fois que tous les systèmes sont en place avec potentiellement une plateforme d'accès et de gestion des données rapides, vous pouvez ensuite se focaliser sur les formations et les orientations nécessaires. Une fois que les agents de santé ou les agents de l'information de la santé et la nutrition, tout le monde soit prêt à l'utiliser, le système peut être configuré pour recevoir des données et bien sûr peut-être de piloter ce système avant un grand lancement et la collecte des données puisse commencer. Vous pouvez ensuite faire le suivi régulièrement pour corriger les erreurs dans le signalement et le signalement. Et finalement, pour les rapports générés de façon presque en temps réel, toutes ces données vont être collectées et téléchargées dans des fichiers Excel et analysées grâce à ce système d'agrégation de données, d'analyse de données qui est supplémentaire au système RapidPro. Pour terminer, prochaine diapo, merci. L'équipe du Zimbabwe a identifié quelques leçons apprises ou domaines d'amélioration avant de mettre un tel système à l'échelle. C'est vraiment l'identification des systèmes déjà existants en temps réel et de faire une recherche d'intégration dans toutes les mesures du possible. Deuxièmement, d'inclure le processus RapidPro dans les plans d'activité annuels du ministère de Santé. Et finalement, de chercher au-delà, à aller au-delà du ministère avec RapidPro afin de couvrir les systèmes d'information nutritionnelle des autres ministères. Les trois autres points sont plus par rapport à la formation et le renforcement des capacités nécessaires au sein du pays, une fois que ces systèmes sont bien identifiés et le processus est inclus dans les plans d'activité. Prochaine diapo. Merci beaucoup. Je termine les trois présentations et je vais passer la parole ensuite à Alexandra. Un grand merci pour ces présentations hyper intéressantes, Victoria. Un rappel gentil pour nos participants d'écrire vos questions dans la boîte de dialogue pendant ces présentations. Et voilà, Alexandra va présenter pour nous sur le topic des innovations, de la gestion, de la surveillance et du suivi de la nutrition dans le contexte de COVID-19. Alexandra, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. J'aime bien quand tu me vouvoies, Alexa. Alors, je voulais vous présenter ce projet qui, en fait, vient d'un groupe interne à Action contre la faim que je dirige. Et ce groupe qui travaille sur les informations nutritionnelles a un plan de travail toutes les années. Et l'année dernière, on s'est vraiment dit qu'on avait tous un petit peu du mal à comprendre et à faire sens de toutes les innovations qui existaient au niveau des systèmes d'information. Comme vous le savez, pas seulement dans les systèmes d'information, mais un petit peu de partout. Il y a plein d'applications qui sont développées. Les gens refont un petit peu les mêmes choses, ils répliquent au lieu de renforcer. Et on avait vraiment besoin, nous, de se poser et d'avoir cette revue de toutes les innovations sur les systèmes d'information. Mais ce document, en fait, était censé être un document interne à Action contre la faim pour notre propre compréhension, pour ensuite nous aider à faire des choix sur les systèmes qu'on voulait adopter.
Sauf que avec la situation du Covid-19, comme l'a dit Victoria dans sa présentation, une des recommandations du GITAM, par exemple, a été de faire un recensement des systèmes de données existants. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il était important, premièrement, de finaliser ce document. J'avoue qu'il était pendant quelques mois dans ma boîte, au fin fond de ma liste à faire, et qu'il est remonté très, très vite avec Covid-19. Et on s'est dit, en fait, finalement, ce serait peut-être bien de partager ce document en externe. Et donc, ce document, je pense qu'on va vous le partager sur la boîte de discussion. On va vous partager le lien. Il n'est qu'en anglais pour l'instant, mais on va travailler sur une traduction en français. Et donc, ce qu'on s'est dit, en fait, aussi, pour essayer à nouveau de faire sens et de comprendre ces systèmes d'information, il est important aussi de se dire qu'un système d'information, qu'il soit nutritionnel ou pas, a besoin de suivre un cycle. Et ce cycle est en fait appelé le cycle AAA, parce qu'il se compose premièrement de l'acquisition des données, donc générer ces données de routine, et un petit peu comme ce que Victoria vient de présenter, par exemple, sur RapidPro, avec cette génération de données par les agents de système de santé communautaire, et le fait que ce soit fait par RapidPro permet que cette génération de données soit faite en temps important, qui est aussi quelque chose de très important pour l'acquisition des données. Ensuite, le deuxième A est pour l'analyse de ces données, pour qu'on puisse ensuite les interpréter. Et puis finalement, après ça, on peut prendre des actions. Et ces actions vont nous permettre de prendre des décisions basées sur les données. Et il est très important que ces actions soient des actions qui soient faisables au niveau individuel, mais aussi collectif. Donc, par conséquent, quand on a revu ces systèmes d'information nutritionnelle, on avait vraiment aussi en tête de classifier ces outils. Et pour chaque outil qui est présenté dans cette revue, il est indiqué si l'outil permet la collecte de données ou acquisition, ou l'analyse, ou la dissémination qui aide à l'action. Quand on a toutes ces données et quand on les a analysées, le fait de les disséminer à d'autres groupes va permettre que des actions soient faites. Et donc, chacun des outils qui sont présentés va être analysé en fonction de si c'est un outil pour la collecte de données, pour l'analyse ou pour la dissémination. Et certains d'entre eux font les trois, on va le voir. Donc, je vous ai mis cette liste parce que vous allez avoir la présentation ensuite, mais en fait, c'est la liste que vous avez dans la revue. Je ne vais pas vous citer tous les outils, mais c'est juste pour vous pour avoir une idée du nombre d'outils qui ont été présentés et qui ont été analysés dans cette revue. Donc, tout d'abord, on a revu des outils qui sont vraiment très spécifiques à la nutrition et à la santé. Et donc, par exemple, vous allez avoir le système d'information sanitaire de district 2, le DHS2, que certains d'entre vous certainement connaissent. Le réseau de systèmes d'alerte précoce de famine, qui est aussi très connu, très utilisé dans l'Est de l'Afrique. ENA, qui est utilisé pour SMART. Le site que j'espère vous connaissez tous, qui s'appelle l'état de malnutrition aiguë, ou le State of Acute Malnutrition, qui présente toutes les infos sur la malnutrition aiguë. Donc ça, c'était juste un exemple des outils spécifiques à la nutrition et à la santé qui sont présentés dans cette revue. Ensuite, il y a une autre partie qui est plus santé, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de nutrition sans parler de santé et de santé globale de l'enfant. Donc, on a aussi analysé des outils qui sont plus sur la santé mobile, où vous entendez parfois le terme mHealth, qui est un petit peu plus connu. Par exemple, il y a le
la photo application du diagnostic qui est en cours de développement, qui est analysée dans cette partie. Et puis, finalement, on a aussi regardé d'autres outils. On s'est posé la question. On a regardé d'autres outils qui n'étaient pas nécessairement spécifiques à la nutrition, mais qui étaient quand même très utilisés ou qui pourraient être utilisés pour la nutrition. Et du coup, Kobo, par exemple, ou Odike, que certains d'entre vous connaissent peut-être, ont aussi été inclus dans cette revue. Et donc, à nouveau, je voulais revenir sur le fait que c'était vraiment à l'origine un document qui se valait comme un document interne et qui est plus un catalogue, en fait, de toutes ces innovations et de tous ces outils qui sont utilisés pour les systèmes d'information nutritionnelle. Et ce catalogue n'a pas vision de donner un avis sur quel est l'outil le mieux à utiliser. C'est quelque chose qu'on laisse vraiment au lecteur à prendre la décision en fonction de ce qui est vraiment plus adapté dans leur contexte et aussi si jamais l'outil est déjà utilisé dans leur pays ou dans leur région. Et donc, c'est vraiment pour chaque outil la description de cet outil pour apporter un petit peu plus de sens à tout ce qui existe. Donc, cette prochaine diapositive là, que vous voyez, ne lisez pas la diapositive, c'est juste pour en fait vous donner un exemple de comment les outils ont été décrits un par un, donc les outils que je viens de présenter dans la diapositive précédente, dans cette revue. Donc, pour chaque outil, avec le titre, vous avez un lien sur un site internet ou un papier qui décrit la méthode. À part pour les outils qui sont propres à Action contre la faim, donc l'état de la malnutrition aiguë, Smart+, ENA ou le SAM photo application, nous n'avons pas utilisé une méthodologie où nous avons interviewé ou interrogé les personnes responsables. C'est vraiment une revue qui s'est faite à partir de littérature grise sur le web. Et donc, pour chacun de ces outils, la structure qui a été choisie, et c'est pour ça que je vous montre ces diapositives, c'est juste pour que vous voyez la structure en fait. Donc, pour chacun de ces outils, on a décrit quel était l'outil et sa définition, comment l'outil marchait. Ensuite, l'utilisation de cet outil avec aussi où on en était. Certains d'entre eux sont en cours de développement, comme l'exemple sur cette diapositive du Smart+. Quand on attend le Smart+, à ce que cette application soit prête fin 2021. Donc, on donne juste une information sur où on en est. Et puis, finalement, la dernière partie pour chaque outil décrit qu'est-ce que cet outil amène à l'information nutritionnelle. Donc, la raison pour laquelle on voulait vous présenter cet outil lors de ce webinaire, la raison primordiale, c'est pour vous aider, vous aussi, à avoir idée de ces systèmes de données existants pour que vous aussi, vous puissiez y faire sens et savoir les différencier les uns des autres et savoir ce qui existe. Mais le deuxième objectif aussi, c'est que, à nouveau, c'était un document interne qui a été fait avec deux stagiaires avec lesquels je travaillais. Et on sait très bien que ce document a des lacunes. Donc, on sait par exemple que peut-être que certains des outils mentionnés ne sont pas à jour et que les personnes qui sont mentionnées ou les outils qui sont mentionnés pourraient être renouvelés et on pourrait avoir un meilleur texte ou des images ou des meilleurs exemples. Et donc, si jamais vous êtes sur ce webinaire et que vous avez vu un outil dans la liste qui vous appartient, en fait, qui a été mentionné, eh bien contactez-nous pour qu'on puisse le mettre à jour dans la prochaine version qui viendra plutôt en fin d'année. Et puis, si votre outil n'a pas été mentionné, et la dernière fois, quand on a fait le webinaire jeudi dernier en anglais, eh bien c'était très intéressant parce que RapidPro, par exemple, qui a été présenté aujourd'hui par Victoria,
n'est pas inclus dans cette revue. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait inclure et on va se mettre en contact avec UNICEF pour pouvoir inclure ceci dans la nouvelle version. Donc, si vous avez connaissance ou si vous avez un outil que vous utilisez qui n'est pas dans la liste, eh bien aussi, contactez-moi. Donc, mon adresse email est ici. Je pense qu'on va la mettre dans la boîte de discussion aussi pour qu'on puisse l'ajouter à la version suivante. Voilà, c'était juste une présentation de notre catalogue et j'espère que ça va vous aider à pouvoir améliorer vos systèmes d'information nutritionnelle dans ce contexte qui est difficile. Merci beaucoup. Oh. Un grand merci pour cette présentation, Alexandra. Prochaine diapo. OK. Peut-être certains d'entre vous se demandent comment d'accéder à ce support technique que nous avons mentionné aujourd'hui. Il existe essentiellement 3 types de soutien. Premier, c'est le soutien technique au pays, soit par déploiement direct, soit à distance. Pour cela, le TechRT et autres intermédiaires de GITAM sont disponibles. Deuxième, d'engager directement un consultant. Pour soutenir comme ça, le GITAM organise une liste de consultants qui est disponible. Et troisième, des conseils techniques rapides qui sont pris en charge pour le GNC Helpdesk. Dans tous les cas-là, veuillez visiter le nouveau site web du cluster nutrition, nutritioncluster.net, pour être lié au support approprié. Prochaine diapo. Bon. Nous sommes arrivés maintenant à la séance de questions et réponses du webinaire. Merci à tous d'avoir ajouté vos questions à la boîte de dialogue pendant ces présentations. Nous sommes ravis d'avoir Gwen pour diriger cette séance. Gwen, je vous donne la parole. Merci. Et Alexa pour la parole. Merci à tous pour pour les présentatrices qui ont joué un très bon rôle. Et merci à vous pour toutes vos questions. J'ai essayé de les regrouper par thématique. Donc, une grosse thématique revient sur le périmètre brachial fait par les familles, les mamans, les accompagnants, comme on veut les appeler. Des questions aussi autour du SUN et du rôle du SUN dans cette pandémie du Covid-19. Et quelques autres questions sur qui est le plus opportun de faire en termes d'enquête nutritionnelle. Une question sur l'assurance qualité aussi. Une petite question sur comment on fait pour calculer le nombre de bénéficiaires. Je pense que Victoria, tu es la meilleure pour répondre à cette question. Et quelques questions plus une remarque par rapport à ce qu'Alexandra a présenté. Il semblerait que mHealth ait été utilisé pour la surveillance au Kasaï oriental soutenu par Save the Children. Donc peut-être qu'on pourra avoir un partage d'expérience avec Alexandra là-dessus un petit peu plus tard. Donc je vais commencer les questions sur tout ce qui est en lien avec le périmètre brachial fait par les mères. Une première question, comment on rend disponibles les rubans de mesure aux mamans et comment on s'assure qu'on peut former ces mamans à prendre le périmètre brachial? Victoria, Alexandra, à vous de choisir qui veut répondre. Ne vous battez pas. Je vais me lancer et j'invite ensuite Alexandra à compléter ma réponse. Donc, par rapport à la disposition des rubans, donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit lorsque les mamans ou les gardiens viennent au centre de santé, pardon, vous pouvez montrer en utilisant les mesures de prévention et de contrôle des infections, donc avec les gants, avec les masques, si vous avez cet équipement de protection individuelle déjà fourni au centre de santé, montrer au moment comment prendre ces mesures. Mais bien sûr, c'est aussi assez qualitatif, c'est plutôt un outil de dépistage et ça ne remplace pas du tout les enquêtes
représentatives qui sont faites à l'échelle de la population. Donc, c'est plus pour dépister ces enfants au sein des ménages pour ensuite recevoir un traitement. Donc, maintenant, il y a pas mal de pays qui sont en train de mettre des commandes pour obtenir ces rubans, parce que ces rubans, normalement, ils n'ont pas une échelle, mais plutôt juste les couleurs. Donc, le rouge, malnutri de façon sévère, malnutri de façon modérée en jaune, ou le vert, comme la chemise, qui l'enfant est en bonne santé. Alexandra, quelque chose à compléter? Ça marche mieux si je suis, si je peux parler. Non, je demandais à mes collègues, je partage mon écran, mais ce serait bien qu'on puisse partager aussi la Community of Practice sur le site de, j'ai du mal avec la traduction, pardon, je fais sur le site de l'état de la malnutrition aiguë. Ils ont toute une page sur le MUAC familial. Qui comprend beaucoup d'informations et de ressources qui peuvent être très utiles. Mais non, la seule chose à rajouter, c'est difficile de donner un guide sur comment former les mamans sans savoir exactement le contexte et ce qui est permis ou pas. Je sais qu'il y a en ce moment des organisations qui essayent de faire des vidéos qui puissent être utilisées avec les mamans sur les téléphones ou sur des tablettes. Je sais que, par exemple, j'ai vu, alors pas dans la nutrition, mais que j'ai vu d'autres ONG qui travaillaient sur le planning familial, qui faisaient toujours des groupes de discussion avec des mamans tous les 2 mètres en rond, ce qui était toujours permis dans certains pays qui pourtant avaient des restrictions assez sévères. Et je me dis, pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire effectivement sur le MUAC familial en ayant un petit groupe de mamans à chaque fois, en respectant la distance physique et en démontrant sans que forcément elles puissent se toucher l'une l'autre ou qu'on puisse avoir un contact physique. On peut aussi leur demander d'amener un enfant, elles peuvent se mettre devant nous. On peut avoir une dizaine de mamans en respectant les distances physiques qui mesurent leurs enfants devant nous pour que ça se passe. Donc, il y a des façons d'adapter, je pense, ces formations tout en respectant les distances physiques. Mais allez voir sur ce lien qu'on vous met sur la boîte de discussion sur la Community of Practice de Famille MUAC. Merci, mesdames. Une autre question en lien aussi avec la mesure du périmètre brachial par les mères. Comment on s'assure, quand il n'y a pas de réseau, que les mamans ne peuvent pas communiquer le résultat de la mesure? Est-ce que les relais communautaires peuvent aller de maison en maison tout en gérant les gestes barrières? Est-ce que cela est encore autorisé? Est-ce que cela est encore possible? Est-il faisable? Je peux continuer sur ma lancée, mais c'est très difficile de répondre dans ces questions parce que c'est pas nous qui autorisons les distances physiques ou pas. Ce sont les gouvernements qui déterminent ce qui est permis ou pas. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est moi, quand j'ai besoin d'adapter quelque chose, que ce soit quoi que ce soit même quand je cuisine une recette et que je n'ai pas tous les éléments. J'ai mon modèle d'or, le golden standard, comme on dit en anglais, et c'est le modèle parfait, c'est ce que je voudrais faire. Quelles sont mes barrières et comment je m'adapte? Et c'est comme ça que j'élimine un à un des choses que je peux éliminer. Et donc, c'est vraiment d'être en groupe avec les personnes qui ont les mêmes barrières que vous. Et c'est pour ça que le JITAM recommande, comme l'a dit Victoria, de continuer s'il y a des réunions qui se font avec des groupes qui sont spécialisés sur la formation nutritionnelle, de continuer vraiment et peut-être d'augmenter même la fréquence de ces groupes parce qu'ils sont primordiaux pour échanger des informations. Et donc, c'est de dire ensemble, voilà, nous, on voudrait idéalement avoir l'info des mamans. D'habitude, on l'a parce qu'elles viennent au centre. Là, elles ne peuvent plus venir au centre.
Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que les agents de santé communautaire sont autorisés à aller ou pas dans les maisons? Et ça c'est le gouvernement vraiment qui le détermine, c'est le ministère de la Santé. Donc, parce que effectivement, je pense qu'il y a moyen d'avoir des agents de santé communautaire qui puissent discuter avec les parents, voire peut-être même regarder la maman confirmer le périmètre brachial de l'enfant en se tenant à 2 mètres de distance. Je vois ça, par exemple, totalement possible. Donc, vraiment, tout dépend de ce que le gouvernement autorise. Et c'est difficile de vous donner une réponse, mais moi, je pense qu'on peut respecter les distances physiques en ayant les agents de santé communautaire visitant les maisons, en se tenant à 2 mètres de distance de l'entrée, de la tente ou de la maison, ou quoi que ce soit. Victoria, si tu veux rajouter quelque chose, mais... Non, c'est bon, tu as très bien répondu. Merci Alexandra. Une autre question par rapport à ça, on pousse donc à ce que le MUAC, le périmètre brachial soit mesuré par les mamans dans le cadre de Covid-19. Le fait-on pour une raison durable et pertinente, ou est-ce que c'est juste parce qu'on a envie que ça avance? Est-ce qu'on a la possibilité d'outiller tout le monde? Ça rejoint un petit peu la question qui a déjà été posée. Et comment on fait la collecte et le suivi des informations qui sont collectées pour chaque enfant? Je pense l'utilisation déjà pour le périmètre brachial familial, je ne suis pas une experte là-dessus, mais encore une fois, juste pour répéter ce que vient de dire Alexandra, déjà il y a pas mal de ressources qui peuvent vous donner une meilleure idée de ces adaptations potentielles que vous pouvez considérer lors de vos contextes, mais c'est vraiment plutôt un système de remplacer les dépistages faits en ménage. Donc, on n'est pas en train de promouvoir l'utilisation du périmètre familial que pour les informations obtenues par les enquêtes basées sur la population, les enquêtes représentatives. Donc après, pour faire le suivi, si vous avez les mamans qui ont les rubans du périmètre brachial familial et ils peuvent envoyer ensuite par Rapid Pro un SMS de la couleur des enfants et un système de suivi intégré, super, ça a l'air assez élaboré, mais cela dépend bien sûr de vous et qu'est-ce que vous avez à votre disposition au sein de vos pays. Alexandra, quelque chose? Non, je voulais juste rajouter peut-être que c'est la même chose en fait que ce soit pour... On parle vraiment d'adaptation de systèmes nutritionnels. Et que ce soit pour les systèmes d'information nutritionnelle ou que ce soit pour le traitement de la malnutrition, on parle aussi en ce moment beaucoup d'adaptation en utilisant des protocoles ou des approches plus simples. Et il faut bien garder en tête que ce sont des adaptations au contexte. Et que ce n'est pas parfait, qu'il y a plein de défauts. On sait que, par exemple, il y a certains pays où, quand on mesure les enfants simplement avec le MUAC, on va rater énormément d'enfants. Et que quand la situation redevient plus normale ou plus gérable, où il va être possible à nouveau, dans les centres de santé, de prendre les poids tailles des enfants, surtout si on est dans un pays où les enfants masse avec les poids tailles sont un pourcentage important, il va être très très important de pouvoir revenir à ça et revenir au traitement idéal et au système d'information idéal. Donc, peut-être pour répondre à la question, si c'était ça, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris la question, mais gardez bien en tête que ce sont des adaptations et que quand la situation devient plus gérable, il va falloir revenir aux façons idéales de traiter la malnutrition et de surveiller la malnutrition parce qu'on a les outils les plus précis possibles qu'on utilisait avant, la situation. Il va falloir y revenir quand la situation redeviendra normale. C'est temporaire. Merci, mesdames. Une dernière question en lien avec le périmètre brachial fait par les mamans ou les familles.
A-t-on des études de cas sur le nombre d'enfants diagnostiqués par les mamans et confirmés par les agents de santé au sein des centres de santé? Alexandra, si je ne me trompe pas, sur ce site web le statut de malnutrition aiguë, ils ont pas mal d'investigations, de ressources. Il y a toute une initiative sur l'utilisation du périmètre brachial familial. Donc, on vous invite à consulter cette page. Et c'était déjà partagé par Ben dans le chat. Oui, tout à fait. Toutes les études qui ont été faites, qui sont effectivement positives, hein. On sait que les mamans peuvent le faire de façon efficace. Et ces études sont effectivement, vous pourrez les trouver sur ce lien. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on sait que les études prouvent que les mamans sont capables de le faire de façon efficace comparée aux agents de santé. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Une autre question en lien avec le rôle du sun dans le Covid-19 et pour évaluer l'impact du Covid-19 et la mise à l'échelle des innovations comme le Kenya. Quel peut être le rôle du mouvement de sun, pardon? Je pense qu'au sein des pays ou même à l'échelle régionale, le SUN peut être impliqué avec ces discussions et tout aspect de coordination avec le cluster de nutrition, de santé et les autres parties prenantes pour justement discuter de quelles étaient ou quelles vont être aussi les adaptations potentielles par rapport non seulement au système de nutrition, d'information nutritionnelle, mais aussi au programme nutritionnel. Et je pense que ces leçons apprises, ça serait intéressant de les documenter pour ensuite avoir ces expériences, si c'est au Kenya ou en autre pays, pour ensuite partager avec les autres collègues. Alexandra, quelque chose à ajouter? Juste 2 petits points là-dessus. Pour moi, je vois 2 rôles très importants dans le SUN. Le rôle du plaidoyer. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, en fait, on discute dans le GITAM, ce qui nous inquiète tous, pardon, et pas que moi, c'est le fait que comme on va avoir moins d'informations quantitatives sur l'état nutritionnel, il va être très facile pour les gouvernements d'oublier qu'il y a des enfants mal nourris au milieu du Covid-19. Et on voit ça dans certains pays avec d'autres pathologies. On en parle en ce moment, j'habite en Angleterre et on sait que les malades du cancer, par exemple, sont oubliés parce qu'on parle que du Covid-19. Donc moi, ce qui m'inquiète sur la malnutrition, c'est ça. On va avoir moins de données quantitatives et ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir demander des ressources, les ressources adaptées aux besoins nutritionnels de la population. Et pour moi, le SUN va avoir un gros rôle de plaidoyer là-dessus, à ne pas lâcher et ne pas lâcher les gouvernements pour qu'on utilise toutes les données qu'on va produire qui vont être des indicateurs approximatifs. Hein. On le sait, si on ne peut pas mesurer le poids-taille des enfants, si on ne peut pas faire de smart survey, il va falloir qu'on utilise des choses comme le prix de la nourriture, comme est-ce qu'il y a des mamans qui ont arrêté d'allaiter, enfin des choses approximatives qui vont nous donner des indications. Et donc, c'est de faire en sorte que les gouvernements acceptent ces indicateurs approximatifs. Pour moi, là, le SUN va avoir un grand rôle. Le deuxième rôle, c'est que le SUN travaille aussi pas mal avec le secteur privé. Et que le secteur privé peut apporter beaucoup d'aide aussi pour tout ce qui est ces innovations sur les systèmes nutritionnels, sur aussi la logistique, et donc d'utiliser aussi au niveau des pays ce secteur privé. On sait qu'aussi il va y avoir des problèmes d'insécurité alimentaire et là le secteur privé aussi peut être utilisé de façon appropriée. Et que le SUN fasse appel à ce secteur pour aider à atténuer les conséquences de Covid-19. Merci. Une question
qui revient, là je vois dans la chat box, mais aussi qui a été posée sur la qualité des données. Comment on s'assure que la qualité est bonne, que ce soit par la récolte de données par téléphone, que ce soit de nouveau les mamans qui prennent le périmètre brachial des enfants. Comment on s'assure que la qualité, sachant que la qualité des données n'était pas forcément excellente avant le Covid-19, comment aujourd'hui on assure que la qualité est bonne dans nos différents programmes et collectes de données pour les systèmes d'information? C'est une très bonne question. Merci Alexandra. J'ai vu que ça. C'est une question difficile et c'est sûr que encore une fois, ça revient. C'est vraiment des adaptations. Ce n'est pas le standard et on essaye de tout faire dans notre mieux pour assurer des informations collectées de qualité. Mais étant donné que bien sûr on ne peut pas passer ménage à ménage, nous ne pouvons pas faire des enquêtes de la même façon qu'on faisait avant, que c'est sûr que la qualité va en souffrir. Mais ça dépend. Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est vraiment la qualité des données ou c'est de savoir que les enfants malnutris sont justement sont bien dépistés par leur maman avec le PB familial et ensuite ils se rendent au centre de santé. Ça dépend de vos priorités et comment peut-être à travers des formations virtuelles ou peut-être par des appels téléphoniques, vous pouvez donner des conseils aux agents de santé communautaire, comme Alexandra disait, de faire des petites formations en groupe avec 2 mètres de distance pour justement avoir une meilleure idée de comment garder et assurer la qualité de ces données. C'est un peu compliqué de donner une réponse facile à cette question. Alexandra? Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et l'idée de la généralisation est difficile, hein, c'est au cas par cas qu'il faut mettre des choses en place. Mais je dirais aussi pour rajouter, un des problèmes qu'on avait avant aussi, c'était si en analysant des données, on peut se rendre compte de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de choses qui ne font pas sens, notamment au niveau des, comment on dit trends en français, Des tendances. des tendances. Donc, si vous analysez les données en temps réel, autant que possible, c'est aussi plus facile de pouvoir voir des inconsistances ou des choses qui ne font pas sens dans les données. Donc, je dirais que ça aussi rajoute un élément supplémentaire sur la qualité et qu'il faut s'en assurer autant que possible. Merci, mesdames. Une petite question sur donc, toutes les recommandations qui ont été faites au niveau du groupe des systèmes d'information nutritionnelle parlent de mobilité ou non mobilité, mais il n'y a pas de référence aux échelles et au niveau de l'OMS 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, quelle est votre réponse par rapport à ça? Donc, par rapport à ces situations de restriction de mobilité, ainsi de suite, en fait, on s'est basé sur les autres sommaires pour les adaptations pour l'ange ou bien les programmes nutritionnels sur l'émaciation. Donc, en fait, on s'est relié à ce qu'on parle de restriction de mobilité partielle ou complète. Et comme nous recommandons premièrement d'éviter toute interaction en personne par rapport à la collecte des informations nutritionnelles, nous n'avons pas abordé point par point toutes les recommandations d'OMS dans ce sommaire. Pour les autres sommaires, si je me rappelle bien, ils avaient fait référence à quelques directives de l'OMS, mais on pensait que ce n'était pas nécessaire, comme vraiment on n'est pas en train de promouvoir la collecte des données de façon normale sur les personnes, étant donné aussi les mesures anthropométriques. On a quelques recommandations si c'est absolument nécessaire de les prendre, mais on n'est pas en train de promouvoir la prise de mesures anthropométriques dans ce sommaire. Merci.
Une autre question par rapport, donc ça celle-là elle est pour toi Victoria, et quelle personne d'autre ne peut répondre. C'est par rapport au calcul des personnes dans le besoin en lien avec le Covid-19. Est-ce qu'il y a une méthodologie concrète et harmonisée pour calculer en gros l'impact que peut avoir Covid-19 sur la malnutrition? À toi Victoria, celle-là c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. C'est une question pour un super champion. Je pense déjà, il n'y a pas de directive ni par OCHA ou les autres collègues par rapport à la révision des analyses des besoins nutritionnels. Premièrement, on a chaque pays calculé jusqu'à maintenant leur PIN, donc le nombre de personnes en besoin, de façon différente. Donc, on ne peut pas avoir des recommandations générales qui sera applicable à tout le monde. Donc, tenons ça en compte. Je pense le plus facile, c'est de prendre votre PIN, donc le nombre de personnes infectées, et après de revoir et de discuter avec vos collègues par rapport aux activités qui seront discontinues, les activités qui vont continuer, par rapport aux restrictions de mobilité. Vous allez faire une grosse estimation. Ça ne va pas être parfaite, ça c'est sûr, mais vous allez estimer à peu près, est-ce que vous pensez que ça va augmenter de 5%, 2%, 10%, mais aussi il faut tenir compte que lors de l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas plus de cas de malnutrition qu'ils avaient estimé auparavant. Donc, il faut aussi tenir ça en compte que peut-être, est-ce que c'est plutôt une question de stock, d'approvisionnement au sein des centres de santé. Si vos centres de santé sont toujours fonctionnels, ça aussi, ça va changer aussi le nombre d'enfants atteints de la malnutrition. Donc, en conclusion, il n'y en a pas une recommandation générale pour ces estimations et la révision de vos numéros, votre PIN, mais dès qu'on a des recommandations d'OCHA ou d'autres collègues par rapport à ces analyses des besoins nutritionnels, c'est sûr que nous allons le transmettre à tout le monde à travers soit les sommaires ou sur le site d'internet du cluster. Merci Victoria, ta réponse était parfaite. Je savais que tu pouvais y arriver. Une autre question, est-ce que les Rapid Smart ne sont pas une bonne opportunité aujourd'hui dans le cadre de Covid-19? Je pense, ça dépend. Ça dépend des directives gouvernementales déjà en place. Si le gouvernement est en train de dire il vaut mieux pas aller ménage en ménage, donc les Rapid Smart, ce n'est plus une option. Après, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a certaines données, surtout sur les pratiques ANGE, que vous pouvez collecter à une distance. Vous n'avez pas besoin de prendre des mesures anthropométriques. Donc après, peut-être ce n'est pas nécessairement une Rapid Smart d'anthropométrique. Peut-être vous pouvez explorer, est-ce qu'on peut utiliser la méthodologie Rapid Smart, ou voire même Smart, mais de faire à une distance de 2 mètres, la collecte sur les pratiques ANGE. Parce que ça, c'est au moins quelque chose, on peut répondre, on peut poser des questions, on a des réponses, on n'a pas besoin de toucher les personnes. Mais je pense de façon générale, ce n'est pas recommandé de faire des enquêtes, tout type d'enquêtes qui impliquent l'interaction en personnes proches. Si vous pouvez toujours, s'il n'y a pas de directive gouvernementale qui vous empêche de circuler et d'aller ménage en ménage, après vous pouvez considérer de faire une enquête Smart, Rapid Smart. On n'est pas en train de dire absolument pas, mais de façon générale, nous voulons à tout prix éviter la transmission entre les enquêteurs et la population, dans les deux directions. Donc du coup, c'est pour ça, de façon généralisée, toute enquête, Rapid Smart ou pas, il vaut mieux les suspendre. Merci.
De nouveau, une question sur le SUN. Quel avantage peut tirer un pays membre du mouvement SUN d'un pays qui ne l'est pas dans le contexte de Covid-19? Et comment on peut aider les gouvernements à privilégier des plateformes SUN? Je ne suis pas sûre que ce soit une question pour ce webinaire. Je pense que je ne suis pas sûre que ce soit une question pour les systèmes d'information nutritionnelle. Enfin, c'est une bonne question, mais je pense que c'est plutôt une question qu'il faut adresser au mouvement SUN lui-même, dont Action contre la faim en fait partie. Mais je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas partie des gens du plaidoyer qui sont au SUN. Je ne suis pas sûre que la question fasse partie du webinaire. Désolée. Une autre question en lien avec la mesure du périmètre brachial par les mamans. Une fois que la maman a mesuré le périmètre brachial de son enfant, comment on gère cette information? Quel est le suivi de la gestion de cette information? Je peux répondre, hein, mais c'est à nouveau, je suis désolée, en fait, à chaque fois cette réponse, mais on peut donner des exemples de choses à faire et de protocoles, mais ça dépend aussi de ce qui est fait dans le pays. Mais il y a différentes choses qui peuvent être faites. Si par exemple, dans votre pays, vous avez aussi les agents de santé communautaire qui traitent la malnutrition aiguë sévère et ou modérée, à ce moment-là, c'est parfait. On a des agents de communauté, des agents de santé communautaire dans le village. Les mamans les connaissent. Les mamans peuvent contacter l'agent de santé communautaire. Et l'agent de santé communautaire, eh bien, peut, si l'enfant n'est pas compliqué, traiter l'enfant directement dans le village en suivant son protocole. Si l'enfant est compliqué, l'enfant devra être envoyé dans un centre de santé approprié à sa complication. Après, si les agents de santé communautaire dans ce pays ne traitent pas la malnutrition, est-ce qu'ils sont au moins formés à faire du diagnostic? Et à ce moment-là, ils peuvent aussi vérifier avec la maman. Et ces agents de santé communautaire, s'ils ont été formés sur comment faire du référencement, et bien à ce moment-là, vont suivre le schéma habituel. Et puis après, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'agent de santé communautaire, ben c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et tout dépend de ce qui a été mis en place dans le pays. Mais à ce moment-là, l'idée, c'est que la maman sache qu'il faut qu'elle aille au centre de santé pour emmener son enfant parce qu'elle sait que son enfant est dans le rouge ou dans l'orange si elle s'inquiète. Mais après, eh bien, tout dépend aussi du niveau de restriction dans votre pays, de restriction de mouvement et des directives nationales. Donc voilà, tout un réseau d'options vraiment à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est que les mamans puissent faire le diagnostic elles-mêmes. Et ensuite, le référencement devra suivre le chemin habituel du référencement, soit en passant par l'agent de santé communautaire si c'est l'agent de référencement qui passe au centre de santé, ou alors des mamans au centre de santé directement si cet intermédiaire n'existe pas. Et à nouveau, je vous invite vraiment à regarder cette page sur le site de l'état de malnutrition aiguë, sur les communautés de pratique de ce MUAC famille qui vous donne vraiment les outils pour mettre en place. Une autre question par rapport à ce périmètre brachial famille. Comment fait-on pour que la maman n'ait pas honte quelque part d'aller au centre de santé parce que son enfant est malnutri et ce n'est pas quelque chose qui est bien, qui est faisable parce que la maman pense qu'elle va être taxée de maltraitance de son enfant ou autre, ou en tout cas de mauvaise conception de ce qu'est la malnutrition? Est-ce que la maman va pouvoir être capable de venir au centre de santé? Comment on l'aide à identifier son enfant et à venir, à le référencer malgré tout? Grande question. Pas vraiment à nouveau une question à laquelle on peut répondre de façon globale.
les problèmes de stigmatisation existent sur beaucoup de choses. Ils existent sur la malnutrition, ils existent sur le sida, ils existent sur des problèmes de santé reproductive. Et donc, ce qu'il faut d'abord, c'est essayer de comprendre d'où vient ce stigma, qui porte ce stigma. Est-ce que ce stigma est porté par un certain membre de la population plus que d'autres? Et c'est tout un système de recherche qualitative qu'il faut mettre en œuvre pour chaque stigma, parce que chaque stigma va être différent. Et essayer de s'assurer de comprendre d'où il vient. Et ensuite, c'est toute une campagne d'information qu'il faut mettre en œuvre pour combattre ce stigma. Mais c'est la même chose qu'on va mettre en œuvre quand on a des problèmes pour les mamans qui ne veulent pas, qui n'allaitent pas ou qui n'allaitent pas exclusivement parce que leur belle-mère leur disent d'introduire quelque chose d'autre dans l'alimentation de l'enfant. Chaque stigma va devoir être étudié et chaque raison du stigma va être certainement différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un district à l'autre parfois. Et il faut juste aller au fond du problème en faisant des études qualitatives. Et effectivement, c'est un petit peu difficile de faire ça au moment d'une crise de Covid-19. Et tout ça, ça fait partie de préparation aux crises. Toutes ces choses, comprendre ces stigmas, c'est des choses idéales à faire avant la crise. Pendant la crise, c'est très, très, très difficile. Donc, ouais, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est toujours quelque chose de très contextuel. Si quelqu'un d'autre peut répondre. Non, je pense que tu as donné des pistes en tout cas. Ça permet aux gens de réfléchir autour de ça. Dernière question et après je m'arrête là, parce que je vois Alexa qui apparaît, qui me fait les gros yeux. L'information, elle sert à la prise de décision. Donc, comment nos informations seront utiles aux populations et aux décideurs? Parce que celle-là, elle était facile. Victoria, je fais la dernière. Ça c'est une... je vois bien... je pense que s'il y a un système d'utilisation de technologies mobiles, il peut y avoir un système de feedback où ces informations vont ensuite non seulement servir à la prise de décision, mais aussi d'être communiquées aux populations. Donc, si vous avez déjà des systèmes de redevabilité à travers les populations, sur le spot, ça sera le mieux. C'est sûr que pas tous les pays ont déjà des systèmes en place pour faire ce feedback avec les données et comment ces données vont être utilisées pour la prise de décision. Comme a déjà dit Alexandra, c'est une période de crise et si vous n'avez pas ces systèmes déjà en place, peut-être ce n'est pas le moment de les mettre en place, mais plutôt d'utiliser qu'est-ce que vous avez déjà, donc des plateformes, d'autres systèmes qui sont en train de collecter des informations et de faire le relais de feedback aux populations. Peut-être les autres secteurs, ils ont des systèmes déjà en place que vous pouvez ensuite utiliser par rapport aux informations nutritionnelles. Merci mesdames pour vos réponses. Merci à tout le monde pour les questions. Oui. Des questions pas très faciles, mais... mais bien répondu. Un grand merci Gwen et nos présentatrices d'avoir réussi cette séance et bien répondu aux questions posées par tout le monde. Prochaine diapo. Pour votre information, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires liés à COVID-19. Plus tard cette semaine, le 7 mai, nous organiserons un webinaire sur les programmes de lutte contre la malnutrition infantile en temps de la pandémie de COVID-19.
Et nous vous invitons à vous y joindre également pour ce webinaire. Prochaine diapo. Nous avions précédemment animé un webinaire sur l'ANCHE en temps de COVID-19. L'enregistrement est disponible via le site web TechRT. On a déjà partagé ce lien dans le dialogue, la boîte de dialogue. Prochaine diapo. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Veuillez remplir l'enquête en ligne qui nous aide à renforcer nos webinaires à l'avenir. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement le TechRT. L'information, c'est là pour nous contacter. Alors, bonne journée, bon après-midi et bonne soirée à tout le monde. Nous vous souhaitons à tous de rester en excellente santé. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous.